Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission, votre nouvelle édition ce soir. Vous êtes les bienvenus sur notre plateau. Alors vous le savez, le 8 mai 1902, la montagne Pelée entrait en éruption et balayait avec elle toute la ville de Saint-Pierre et causait la mort de plus de 30 000 personnes. C'est un drame qui est ancré dans notre mémoire collective martiniquaise et aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, la Pelée semble être toujours en activité, séisme, fumerolles, en fait, très proche de cette activité, on essaye de la surveiller de près. On va répondre avec nos quatre invités à un certain nombre de questions légitimes que se posent les Martiniquais. Sommes-nous véritablement prêts à faire face à ce volcan s'il se met en éruption? Merci à vous quatre d'être là, présents avec nous et de tenter de répondre aux questions que se posent les téléspectateurs, nos Itata. On va vous présenter comme à chaque émission. Merci à vous encore d'être là. On va commencer par vous, Monsieur Valère Casca. Merci d'être là. Donc, vous représentez la sécurité civile. Vous avez été technicien et surtout conseiller auprès de la préfecture pour la mise en place du plan Orsec que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous avez été militaire de carrière. Militaire de carrière jusqu'en 2000. Vous avez été chef de service à la CGSS, conseiller technique, je l'ai dit, à la préfecture. Et vous êtes aussi, jusqu'en 2024, jusqu'à l'an dernier, vous étiez président de l'association, c'est ça? Des secouristes martiniquais. Oui. Et puis aujourd'hui, vous le disiez en amont, avant que l'émission ne commence, vous expliquiez ce que vous faites aujourd'hui en quelques mots, que nos téléspectateurs sachent qui vous êtes. Je suis président de la commission ultramarine pour la Fédération française de sauvetage et de secourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'évolue sur le Pacifique Sud, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, sur la zone océan Indien, Mayotte et la Réunion, et sur la zone antillo-guyanaise, la Guyane, la Guadeloupe et ses dépendances et la Martinique. Et l'objectif est de développer et d'harmoniser justement le fonctionnement des associations agréées de sécurité civile qui sont composées que de bénévoles sur la préparation aux risques majeurs, l'encadrement des populations. Alors, puisqu'on parle de risques majeurs, nous sommes là aujourd'hui, ce soir, avec nos invités pour parler d'un risque majeur qui est là devant nous et qui interroge les Martiniquais. Est-ce qu'il faut, face à ce volcan qui est en plein éveil, on parlait de séisme, de fumerolles, etc. Faut-il ici y voir un simple sursaut naturel ou, selon vous, on a plutôt affaire à un possible réveil d'un géant qui dormait? Alors, bien que la Pelée soit sous haute surveillance, la technologie, elle parle d'elle-même. Et d'ailleurs, hier, les informations que nous avons reçues, il y a une baisse d'intensité. C'est quand même une information extrêmement intéressante. Moi, je dis que cette grande dame ou cette vieille dame, ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète, il faut faire attention. Il faut toujours faire attention pour moi, c'est de préparer la population martiniquaise au cas où. Au mieux, Voilà, absolument. au mieux. Merci. Alors, on est là, notre émission, on l'espère, chers Zitata, justement, servira également à ça. Je me tourne vers vous, Monsieur Albéric Marcelin. Vous êtes, on vous connaît en Martinique en étant, vous êtes président de l'association UPP, Université populaire pour la prévention. Et est-ce que vous pourriez, avant de répondre à ma première question, expliquer en quoi consiste l'UPP, s'il vous plaît? Alors, l'UPP, donc, c'est comme ça porte son nom, donc l'Université populaire et la prévention. Alors, université parce que c'est un lieu de partage de savoir pour nous. Populaire, c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin du bac pour entrer et travailler chez nous. Donc, toutes les personnes de bonne volonté sont chez nous et puis on essaye de faire le travail pour organiser au mieux notre sécurité face à la kyrielle de risques auxquels nous sommes exposés. Et puis prévention, simplement parce que il est 8 fois plus rentable de travailler sur la prévention que sur la réparation et le secours. Bon, voilà. Donc, ça fait 25 ans qu'on sillonne le pays. Donc, j'ai participé au Congrès mondial des risques majeurs à Genève, donc en 2019. Après, j'ai fait une formation à Cuba qui était super intéressante sur comment est-ce que les Cubains reconnus par l'UNESCO s'organisent face aux catastrophes naturelles avec un blocus sur la tête depuis 1961. Donc, ils ne peuvent dépendre que d'eux-mêmes. Ils ont des résultats reconnus au niveau international en cas de catastrophe naturelle. D'accord. Et Monsieur Marcelin, dites-moi, entre partage, prévention, émotion, où en sommes-nous face à la Pelée, selon vous? Alors, je crois qu'il faut dire qu'il y a eu une émotion très vive dans la population en décembre 2020 parce que ça circulait sur les réseaux sociaux que le président du conseil, du conseil exécutif, donc de la CTM,
Alfred Marie-Jeanne, donc le préfet et le directeur de l'Observatoire, allaient organiser une conférence de presse. Et puis le vendredi 4 décembre 2020 à 15 h, il y a eu cette conférence de presse où il a été annoncé par les 3 structures que la Martinique, du point de vue de la montagne Pelée, allait changer de classification et qu'on passerait du vert au jaune. Voilà. Donc on y est depuis 5 ans. Et puis depuis, donc il y a un plan au sec qui est tombé. Là, on sent quand même, alors, nous, ce qui nous interpelle, parce que bon, on a déjà rencontré beaucoup de gens à 25 ans, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu surpris de voir que les gens sont plus inquiets sur la montagne Pelée que sur une crise sismique majeure. Bon, alors pourquoi? C'est parce que la vieille dame, elle est là, on la voit, on voit ses soubresauts, etc. Donc, et puis les gens ont gardé aussi ce qui a été transmis, notamment à l'école, etc., sur ces 30 000 morts. Et puis bon, alors il faut qu'on soit précis, il y a eu 30 000 le 8 mai 1902, mais 3 mois après, il y a eu quand même 3 000 personnes décédées, dont 1 300 seulement aux Mornes Rouges. Vous vous rendez compte? 3 mois après, alors qu'on aurait pu éviter ça. Voilà. Donc ça interpelle, ça travaille les consciences et les gens savent que bon, une nouvelle éruption de la montagne Pelée, c'est une éruption sérieuse. Et bon, nous, ce qui nous paraît extrêmement important, c'est qu'on ne revive pas ce qui s'est passé en 1902. Et parfois, il y a des gens qui disent que l'histoire est un perpétuel recommencement. C'est ça. Mais alors, on ne le souhaite Bien pas sûr. du tout. On est d'accord. Je me tourne vers vous, Madame Taillé-Flavienne. Merci, Monsieur Albéric Marcelin. On reviendra évidemment vers vous dans un instant. Vous êtes, vous, la voix citoyenne que nous aimons avoir ici sur notre plateau de Phoques Causés, les Itata, vous le savez. Et d'ailleurs, je profite pour vous ouvrir, chers Itata, la porte de ce plateau. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez à votre tour partager votre voix citoyenne. Et vous l'avez fait. Vous avez accepté mon invitation, Madame Taillé-Flavienne. Vous êtes habitante du Nord, originaire de la ville dont vous êtes originaire, Ajopa-Bouillon, et vous résidez actuellement au Lorrain. C'est ça. Donc vous êtes pleinement concernée par ce risque majeur. Alors donc vous vivez, on peut dire pratiquement presque au pied de la montagne. Vous êtes donc directement concernée. Comment ça se passe, l'entourage, les voisins? Est-ce que vous en parlez souvent? Comment est-ce que l'inquiétude, vous voyez le curseur monter au fur et à mesure du temps? Comment ça se passe? Alors on peut dire, de mon point de vue, déjà merci pour l'invitation. Avec plaisir. Déjà. Mais on peut dire, de mon point de vue, qu'on s'est habitué à cette vieille dame qui est l'appelée. D'accord. Et ce que je pourrais dire, c'est que, est-ce qu'on n'en a pas fait d'autres amis et qui pourraient se retourner contre nous? C'est bien qui m'inquiète aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas... Bon, il y a une vive émotion, puisqu'il y a des nouvelles qui circulent, oui, et les gens peuvent s'interroger. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont assez conscients du danger et informés du danger? C'est bien ça la question pour nous qui sommes du Nord. Parce qu'on peut faire référence, et moi c'est ma référence, de ce qui s'est passé en 1902, le déni qu'il y avait face comment dire, ça me manque un peu, mais comment dire, il y avait des signes précurseurs qui étaient là. Et les gens étaient dans un déni, parce que quand on est tellement ancré dans ses habitudes, on se dit que ça va passer. Mais sauf que la montagne, elle est là pour faire son effet, pour faire ce qu'elle a à faire. Et beaucoup de personnes, comme vous l'avez annoncé, eh bien plus de 30 000 personnes sont mortes ce jour-là. À Saint-Pierre, au Morne Rouge, mais cette éruption était dévastatrice. Donc aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. En fait, c'est la question que moi, je me pose en tant que citoyenne. Est-ce qu'on est suffisamment préparé? Est-ce qu'il y a assez d'informations? Et comment on vit les choses réellement? D'accord. Donc c'est surtout ça. D'accord, on en parlera dans un instant. À qui revient la responsabilité d'informer la population? On en parlera. Et d'ailleurs, à ce propos, beaucoup d'entre vous avaient certainement entendu cet audio qui circule. Il y en a plusieurs, mais singulièrement un audio d'une dame qui déplore justement le manque d'information. Et on va en parler. Ouais. Je me tourne vers vous, Cathy Amélie Louis-Géry. Donc, nos Itata vous connaissent également. Vous êtes notre thérapeute de Phoques Causés. Alors, face à cette peur et à
a toutes ces émotions qui ressurgissent, vivent de la population face à ce danger. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population aujourd'hui, aux gens qui vous regardent, spécifiquement aux gens du Nord? Ben, en fait, les risques sismiques, les risques naturels, c'est quelque chose qui est quand même ancré chez nous parce que finalement, on vit constamment dans la peur. Même si on ne s'en rend pas compte, on voit qu'on vit dans la peur. Parce qu'il y a très souvent des comportements que l'on a à l'annonce d'un cyclone, à l'annonce d'une tempête. On voit qu'il y a des comportements de l'hypervigilance. Et donc, c'est important pour moi de venir aujourd'hui afin qu'on puisse parler du fait que finalement, se sécuriser par rapport à tous ces risques naturels, il faut comment dire ça? Il faut se protéger de façon physique, mais aussi de façon émotionnelle et psychologique. Mhm. Et vous nous expliquerez dans un Exactement. instant comment on procède à cette protection. Alors, messieurs et mesdames, on va mettre le pied dans le plat. Première question, selon vous, Monsieur Casca, sommes-nous prêts? Je dirais non, malgré les efforts qui sont déployés. Vous avez aujourd'hui une absence de communication et quand j'entends Madame dire que c'est devenu une inquiétude, il faut que nous fassions extrêmement attention face aux risques majeurs. Dans notre jargon, nous avons l'habitude de dire que la routine tue. Mhm. On n'est jamais prêt. Et donc, aujourd'hui, nous avons une obligation par rapport aux informations qui sont communiquées aux différentes instances, une information de faire redescendre d'une manière, je dirais, pédagogique, la situation de l'appeler aujourd'hui. Nous avons une obligation par municipalité, par quartier, de donner une information spécifique parce que quand vous prenez les 12 communes qui sont au pied de la montagne, que l'on devra délocaliser à un moment donné, mais les comportements ne sont pas les mêmes, les consignes ne sont pas les mêmes, les transports ne seront pas les mêmes, les déplacements, les circuits routiers ne sont pas les mêmes. Donc c'est un énorme chantier où la population est dans une situation de psychose, puisqu'à partir du moment que vous n'avez pas un minimum d'informations pour pouvoir vous orienter dans l'espace, ça devient dévastateur. Mhm. Et très souvent, avec l'expérience, ce sont les, entre guillemets, les survivants qui font augmenter le nombre de décès. Déjà, le phénomène va détruire, mais la méconnaissance de l'information et la maîtrise du risque, l'absence de maîtrise de risque va faire que nous aurons des victimes supplémentaires. Dites-moi, vous qui avez participé à la rédaction du plan Orsec, s'il devait y avoir une alerte là, dans la semaine, dans les jours qui viennent, ce que évidemment, nous ne souhaitons pas, quelles seraient les premières mesures qui seraient mises en place afin que nos États le sachent? Oui. Alors, comment ça se passe? Que je précise, j'ai participé sur la partie qui concerne les associations agréées de sécurité civile. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous avons 12 communes au pied de la montagne à délocaliser vers 12 communes du sud. D'accord? S'il y a une alerte qui se déclenche, c'est-à-dire que la pelée commence à bouger, mais à donner surtout des signes d'explosion ou d'éruption, à ce moment-là, il y a l'observatoire qui va transmettre au préfet l'information et par le canal, en fonction de la gravité de FR Alert, qui est un canal qui fonctionne à 99% aujourd'hui, la population, elle sera tenue informée. Mais le gros travail d'information et d'organisation qu'il y aura à faire, c'est surtout au niveau des municipalités. Monsieur Marcelin, les municipalités. Oui, alors nous, ce qu'on a fait comme association, on est allé regarder un petit peu dans l'histoire. D'accord. L'histoire de la Guadeloupe, puisque quand la Soufrière de la Guadeloupe s'est réveillée en juillet 1976, ils ont déplacé quand même 76 000 personnes de la Basse-Terre vers la Grande-Terre. Les gens étaient persuadés qu'ils étaient partis peut-être pour une semaine, 2 semaines, etc. Les gens étaient partis pour 6 mois, de juillet à décembre, avec 10 000 problèmes à gérer. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, donc nous sommes allés voir ça aux archives départementales de Guadeloupe. On a passé une semaine. Bon. Après, on a regardé ce qui s'est passé à Montserrat, 1995, la Soufrière de Montserrat s'est réveillée. Et là, le mouvement de population est un mouvement extraordinaire, puisque 75% de la population, donc 3/4 de la population de Montserrat est partie. Les gens sont allés s'installer dans les pays anglophones de la Caraïbe, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Bon, d'autres personnes sont parties en Europe. Et il y a des gens qui ne sont jamais revenus. Simplement pourquoi? Parce qu'à certains endroits à Montserrat, on a eu jusqu'à 6 mètres de sonde. Donc forcément, on comprend que
l'agriculture ait été Bien anéantie. sûr. Bon. Et puis tout près de nous, en 2021, on est en 2025, ça fait quoi, 4 ans, eh bien, il y a eu le réveil de la soufrière de Saint-Vincent avec un truc assez extraordinaire quand même. Ils étaient en jaune et après, c'est l'orange et le rouge. Ils n'ont même pas eu le temps de passer à l'orange. Ils ont fait directement du jaune vers le rouge à D'accord. 17 heures avec un certain nombre de problèmes à gérer. Donc, on a tiré expérience de ces 3 territoires-là, la Guadeloupe, Saint-Vincent, Montserrat, pour nous permettre justement d'enrichir notre travail de vulgarisation, notre travail de préparation de la population martiniquaise. On a participé également à l'élaboration du plan sec que j'ai D'accord. ici, un document qui fait 116 pages, mais Mhm. c'est du papier, c'est des mots. Mais il faut faire vivre justement ce document-là, parce que nous, notre philosophie, c'est que nous parler personne prend fait. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y aura des problèmes, mais on a du temps là un petit peu là devant nous pour essayer de voir comment est-ce que Madame Fanotte qui habite au fin fond d'une colline, etc., comment est-ce qu'on va la prendre pour la mettre en sûreté quand cette grande dame-là va nous dire on ne va pas aller pièce côté. Bon, Mm. on a une obligation de porter assistance à personne en danger. Bien sûr. Bon, donc c'est tout un travail qu'il nous reste à faire. Et Valérie Casca a totalement raison. La loi est formelle, article L125-2 du Code de l'environnement. Le maire a l'obligation d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés dans la commune et sur les moyens que la mairie met à disposition pour organiser la sécurité et la sauvegarde des citoyens. Donc, ils sont vraiment en ligne de mire par rapport à cette affaire-là. Le préfet pourra toujours dire, moi, mon plan, c'est que je l'ai fait. 12 communes dans le nord, organisez-vous. 12 communes dans le sud, organisez-vous. Donc là, maintenant, il faut entrer dans le concret avec les gens. Donc, nous sommes venus ici dans cette émission avec Zitata, et on vous remercie d'ailleurs de nous inviter, pour donner de manière pratico-pratique des choses à faire dans les municipalités, dans les familles, etc., etc. Eh bien, écoutez, nous sommes tout oui. Dites-nous, comment Alors, concrètement? Alors, la première des choses, je crois que face au risque naturel, c'est la question de la préparation mentale. Il faut que les gens se disent que une catastrophe naturelle, c'est un moment difficile à passer. OK? Et que, bon, une situation d'avant n'est pas forcément une situation qu'on va retrouver après la catastrophe. La préparation mentale. Deuxièmement, il faut une discussion en famille. OK? Lorsqu'on vous dit qu'il y aura, comme l'a dit Valère, délocalisation, donc une commune qui va se transporter dans une autre commune, les gens ont un travail là à faire. Il faut que vous cherchiez, est-ce que dans le sud, par exemple, dans les 12 communes, au Pani, en Massibol, en Camara, dans même la famille, qui pourrait t'accueillir chez elle. OK? Alors, même sur cette question-là, ça risque d'être un peu compliqué, sur la base de la petite enquête que nous avons menée dans le sud, où les gens nous disent, oui, on est d'accord pour prendre quelqu'un, mais peut-être une semaine. Et tu comprends, bon, il y a la crise économique, ben, elle a compliqué, pour un monde la caillou, pas forcément connaître les, il a ouvert frigidaire souvent, il toujours la télé, il pas qu'à travailler, il qu'à travailler dans le nord. Bon. Or, le message qu'on veut passer avec force, c'est que c'est mon maï pays. OK? C'est mon maï pays du sud qui peut faire un effort pour accueillir les mamailles du nord. Non. Parce que le sud, il ne faut pas y croire que la montagne peut aller dans le nord et qu'il n'est pas concerné. Parce que si on a une éruption majeure de la soufrière de Saint-Vincent, toutes les communes telles que Sainte-Anne-Marin, Vieux-Pilote, Sainte-Luce, etc., très probablement, on sera obligé de les délocaliser vers le centre ou vers le nord. Bon, donc ça doit concerner tout le monde. Un autre élément extrêmement important, c'est qu'au moment où les autorités, que ce soit le préfet, le sous-préfet ou le maire, vont dire aux gens de partir, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va chercher la clé de l'armoire, la boîte de bijoux, le testament, les papiers, les titres de propriété, le dossier médical de la famille, etc. Il faut que ce fameux kit de survie sur lequel nous travaillons depuis de longues années, il faut qu'il soit déjà prêt. Il s'agit simplement de le décrocher et de partir avec. Et c'est aussi l'occasion pour nous, dans une émission comme celle-là, de dire aux gens que quand vous avez une éruption volcanique, vous avez des émanations de gaz qui sont des gaz toxiques, mais vous avez surtout de la cendre, OK? De la cendre volcanique. Et là-dedans, vous avez de la pouzzolane, vous avez de la silice, vous avez toutes sortes de matières, etc. Et que si un document, là, un élément plutôt qui est fondamental, c'est le masque. Notamment les masques FFP2 et les masques respiratoires. Et pas les masques qu'on avait pour le Covid. Hein? Non, pas les, voilà. Donc quelque chose de vraiment précis. Et quand je dis ça, je pense singulièrement aux gens qui sont asthmatiques. OK? Donc ça veut dire que dans les kits de survie, il faut qu'on s'organise pour que les gens aient les masques respiratoires ou les masques FFP2. C'est extrêmement important, un masque par personne dans la cellule familiale, etc. Bien. Donc ça, c'est du pratico-pratique. Donc les gens qui écoutent l'émission ce soir,
Bon, on n'est pas là pour vous faire paniquer, on est là pour vous dire ce que les scientifiques nous disent. La montagne Pelée prépare sa prochaine éruption. On ne sait pas quand, d'accord? D'accord. Mais au moment où l'ordre sera donné d'évacuer, il faut qu'un minimum de choses soient déjà préparées pour que l'évacuation se passe dans de meilleures conditions. D'accord. Voilà. Alors, le kit de survie, est-ce qu'il est complet là? Est-ce que, en termes de nourriture alimentaire, qu'est-ce qu'il faut y mettre de Alors, plus que ce que vous avez cité? le kit de survie, je pense que les gens ont déjà compris que de toute façon, lorsqu'on fait un kit de survie, on ne peut pas mettre la maison dedans. Oui. Donc, on va prendre l'essentiel, d'accord? L'accessoire, on va laisser ça un peu de côté. Bon, alors s'il y a des choses qui sont fondamentales là-dedans, on l'a déjà dit plus d'une fois aux gens, tous vos dossiers administratifs, tout ce qui est papier, vous prenez une demi-journée, vous scannez tout et vous mettez ça sur une clé USB et vous avez votre dossier familial complet. Tout mon nom en clé USB. Et on est capable de faire ça en Martinique si on n'est pas... Autour du cou. Voilà. On est capable de faire ça en Martinique si on n'est pas blasé. D'accord? Tout le monde est capable de faire un dossier sur une clé USB. Bon. Après, ce qui est important, c'est des éléments d'hygiène, quelques éléments vestimentaires, c'est aussi, surtout, les médicaments. Parce que sur le kit de survie, on a fait un gros travail, notamment sur le risque sismique. Il est valable pour le sismique, pour le cyclonique, pour le volcanique, etc. Il faut que les gens aient toujours à peu près 15 jours de médicaments d'avance. Okay? Notamment des gens qui prennent des médicaments de manière chronique. D'accord? Et puis, bien évidemment, quelques éléments qui pourraient aider, les gens connaissent leurs besoins. En précisant quand même que le kit de papy qui a 90 ans ne peut pas être le même que celui d'un bébé qui a 3 ans, okay? Ou d'un adulte, d'un homme ou d'une femme, etc. Donc, ça veut dire que théoriquement, c'est un kit par personne. D'accord? Et au moment de partir, on s'en va et on a un minimum de choses. Puis, bien évidemment, à l'intérieur, des denrées alimentaires non périssables. D'accord? Un peu d'eau. Donc, l'important, c'est de pouvoir tenir 1, 2, 3 jours, okay, en situation de crise. Et puis après, forcément, les autorités prennent la main. Alors, vous parliez d'évacuation. On est un peu long sur cette partie, c'est normal, vous le comprendrez, cher Zitata. Vous parliez d'évacuation, Monsieur Marcelin. L'évacuation est prévue, le plan Orsec prend en compte le fait que, vous savez, quand tout le monde panique en même temps, on s'embarque tous dans notre voiture, embouteillage, ça n'avance plus, ça coince au rond-point, etc. Alors, le document qui s'appelle l'Organisation de la réponse de sécurité civile, justement, a travaillé sur toutes ces problématiques, dont les évacuations par la voie routière. Et pour pouvoir évacuer par la voie routière, il faudrait que par municipalité, il y ait déjà les effectifs prédéfinis. Oui. Parce que là, en plus, dans les évacués, vous avez des personnes avec différents profils, vous avez les personnes qui vont présenter un handicap, vous avez les personnes âgées, vous avez les familles monoparentales avec plusieurs enfants. En fait, toute une logistique administrative à préparer avant que l'évacuation ne se mette en place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à charge de l'État, par rapport aux 12 municipalités, il y a des itinéraires qui sont prédéfinis, avec un renforcement de gendarmerie et de police, mais on connaît bien notre île, que ce soit du versant Caraïbes ou du versant Atlantique, nous avons des points de concentration qui sont inévitables, comme Casse-Pilote. Voilà, Saint-Pierre, Casse-Pilote. Fort-de-France. Tout à fait. Fort-de-France. Vous pourrez mettre en place tout ce que vous voudrez comme dispositif de sécurité par la gendarmerie et la police. Il y aura des embouteillages qui risquent de ralentir énormément le dispositif d'évacuation. Et donc, c'est pour cela que c'est toute la Martinique, à mon sens, qui est concernée par les évacuations, pour la simple et bonne raison, c'est que là, du nord vers le sud, il y a le centre qui est monopolisé, qui était impacté dans ces déplacements. La problématique que nous aurons, lorsque vous arrivez, vous délocalisez, la délocalisation est une chose, mais l'accueil. Alors, je vais vous donner un exemple qui est extrêmement simple. Lorsqu'on vous met dans un gymnase, la réglementation impose qu'autour d'un lit picot, c'est le lit sur lequel vous allez dormir, c'est 4 mètres carrés. 4 mètres, depuis la Covid. 4 mètres carrés. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la complexité de prise en charge de ces personnes, s'il n'y a pas une très bonne organisation, s'il n'y a pas une sensibilisation en amont pour pouvoir informer. Attention, ne partez pas avec un sac de 50 kilos parce que vous ne pourrez pas, je dirais, le loger, mais surtout que vous risquez de dormir à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, forcément, c'est autant d'informations qui
madame a son travail à ce niveau-là, parce que la désinformation risque de créer des conflits sur place et on n'aura pas assez de thérapeutes sur les centres d'hébergement pour pouvoir canaliser et ramener cette population, je dirais, à un état normal. Je vais vous donner un exemple. Mhm. En 2023, nous avons fait un exercice sur le premier jet du plan Orsec. Et donc, avec mes secouristes, nous avions en compte la ville du Lorrain et la ville du François. La ville du Lorrain qu'on a délocalisée vers la ville du François. Une cinquantaine donc de Lorinois ont participé à l'exercice. C'est très Sur, peu, hein. oui, sur cette cinquantaine, on a eu 32 prises en charge pour des contrôles de tension. Ah oui. Ouais. D'accord, 32 prises en charge. Nous étions dans le cadre d'un exercice. Un exercice. Donc je vous laisse vagabonder, Mhm. regarder un peu la complexité. S'il n'y a pas de la préparation, s'il n'y a pas de l'information, ben ça deviendra catastrophique. Ce n'est pas. Il faut que nous soyons conscients. Je pense qu'il faudrait qu'on donne et qu'on fasse confiance à la population de façon à ce qu'elle vienne chercher l'information, mais surtout qu'elle obtienne une réponse à ces interrogations. Et cela ne peut se faire que par quartier, par municipalité, par EPCI, de façon à ce que nous puissions arriver et où on pourrait dire à ce moment-là, nous avons une population qui est prête. Et malgré ça, elle ne le sera pas. Alors, pardonnez-moi, mais il y a une demande qui est formelle, à l'instar de ce que font les Cubains. Ouais. Il nous faut mettre de la discipline militaire Ah oui. sur la question Ah de ouais, l'évacuation. D'accord. Parce que quand dans le plan Orsec, on vous dit, bon, ça va être, il y a les départs spontanés où les gens partiront d'eux-mêmes, il y a les départs organisés. Bon, par exemple, lorsqu'on regarde la stratégie des communes, donc c'est Carbet sur le flanc Caraïbe et de l'autre côté, le Marigot. Si on prend le cas du Marigot, par exemple, les premières personnes qui évacuent, ce sont les gens du Marigot. Lorsqu'on a fini d'évacuer le Marigot, c'est derrière le Lorrain qui évacue. Après le Lorrain, c'est Basse-Pointe. On connaît notre pays. Hein. C'est sur le papier. Oui, sur le papier. On connaît notre pays. Est-ce que les gens de Basse-Pointe vont attendre Oui, est-ce que les gens de Grand-Rivière, par mais exemple, ou de seront Macouba là vont et- attendre? Voilà. Donc c'est pour ça que ça demande quand même une organisation militaire Mm. et il faut que les Martiniquais acceptent. Bon, quand je dis ça, je pense aux Japonais avec lesquels on travaille chez, Oui. chez eux, Oui. c'est papier musique. Aux États-Unis, du côté de San Francisco, c'est papier musique. Au Chili, c'est militaire, etc. Et il faut qu'on progresse justement en matière de discipline ici en Martinique par rapport à ce type d'organisation. Qu'en pensez-vous, Madame Taillé? Eh bien, Vous qui êtes je habitante vais du pas Nord, vous employer un mot souriez. scandalisé, mais ça y ressemble. Parce que quand on entend le mode d'évacuation qui peut être mis en place, Mhm. on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter parce qu'on sait que chaque fois qu'il y a eu un événement de ce genre, les gens n'ont pas attendu. Ils sont tout simplement partis et ça a été le chaos. Donc, quand on va prendre comme identification ce qu'on a eu dans le passé, malgré les signes qui étaient là, le nombre de personnes qui sont mortes. Aujourd'hui, on peut s'interroger et se dire, est-ce qu'il y a des endroits, des infrastructures à cet effet? Où iront les gens? Parce que on a une population qui est vieillissante. Ça, il faut qu'on ait conscience de ça. Absolument. Et on a des gens qui sont malades de plus en plus, donc des diabétiques, et aussi des gens qui font de l'apnée, des grabataires aussi. Donc, où est-ce qu'on a prévu de mettre ces gens-là? Ça, c'est la question que je me pose. Oui. Et c'est une question plutôt sérieuse quand j'entends comment l'évacuation peut être proposée aux habitants de la Martinique. Quand monsieur, à côté de vous, monsieur Albéric Marcelin dit qu'il faut être discipliné et de façon militaire, etc. Moi, la question qui me vient, est-ce que vous, ce qu'a exposé monsieur Marcelin et monsieur Casca, est-ce que vous aviez déjà entendu ce discours? Est-ce que la mairie est venue vers vous? Est-ce que vous êtes au courant de Je tout n'ai ça? pas entendu du tout ce discours. Peut-être que je n'étais pas là. C'est possible, hein, parce que je ne voudrais pas, mais je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Donc, il n'y a pas Et de sensibilisation, moi, de prévention. Je crois que, voilà, parce que s'il y avait une information de ce genre qui avait circulé, je pense que les habitants ne seraient plus à même, il y aurait une certaine agitation.
Moi, je le pense. Je le pense sincèrement que les gens seraient beaucoup plus conscients qu'il y a quelque chose qui se joue et qu'il faut trouver une solution. Parce que quand Saint-Pierre, ça c'est ma référence, hein, puisqu'on doit avoir une référence, c'est ce qui a fait que autant d'habitants soient morts. Mais quand on sait une commune est ravagée, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour une année, c'est pour quelque temps. Donc, quand on parle peut-être de gymnase, moi, je m'étonne. Parce que quand on a une montagne pelée chez soi, qui est endormie depuis plus de 100 ans maintenant, on sait qu'à tout moment, elle va se réveiller. On le sait. Puisqu'il y a des signes aujourd'hui qui montrent qu'il y a un mouvement qui se fait, même si la population n'est pas consciente de ce qui est en train de se jouer, parce qu'on ne sent pas les séismes qui ont augmenté de manière extraordinaire. Donc, qui va accepter de rester dans un gymnase, même pour une année? Et Alors, puis surtout, par rapport à tout ce que vous avez dit, on ne peut pas demander à la population d'obéir de façon militaire, comme vous le dites, sans tenir compte en fait de qui est cette population. Parce que l'insoumission, elle est déjà symptomatique de nos peuples, en fait, de qui nous sommes, dans la mesure où on a dû être insoumis pour pouvoir se libérer, puisque à un moment donné, nous n'avons pas pu pouvoir faire confiance à nos instances politiques. Il y a encore pas longtemps, il y avait l'esclavage, il y a eu l'empoisonnement au chlordécone, il y a la vie chère. Donc, à un moment donné, les Martiniquais n'ont pas confiance dans leurs instances politiques. Donc, demander d'avoir une obéissance militaire comme ça, c'est mettre de côté tous les ressentis, toutes les blessures et tous les traumas. En fait, la société martiniquaise est quand même très traumatisée. Elle vit dans une menace constante des catastrophes naturelles. Donc, il y a ce stress permanent qu'on oublie parce que tu as parlé tout à l'heure de cette expérience que vous avez menée. C'est fort intéressant. Et tu as dit que toutes les personnes avaient une montée de tension, etc. Mais je pense que si on fait des analyses des populations martiniquaises, on verra qu'il y a beaucoup de tensions. En fait, d'ailleurs, ce sont des maladies très répandues, les tensions, le diabète, et ce sont des maladies qui sont liées directement à tous les traumas et traumas transgénérationnels que nous vivons. On le voit dès qu'il y a comment dirais-je, comme je l'ai dit tout à l'heure, une suspicion de séisme, etc. Les gens se précipitent dans les magasins. Donc, c'est vraiment la panique. Et donc, pour qu'il puisse y avoir cette organisation militaire, il faut vraiment que la population soit prévenue en amont. Ce n'est pas quand on arrive qu'on dit maintenant vous allez là, vous faites ça, etc. Parce que ce n'est pas possible. Les gens n'ont pas confiance dans leurs instances politiques. Monsieur Marcelin. Alors, au-delà des instances politiques, il y a des gens en Martinique qui sont des gens disciplinés. Tout le monde ne l'est pas. Ceux qui ne sont pas disciplinés, il faut qu'on fasse un travail avec eux. Quand il y a un tour cycliste, bon, à tous les carrefours, il y a des signaleurs, il y a la police, il y a la gendarmerie, bon, on gère à peu près le flux. Bon. Donc, quand je dis qu'il faut mettre un petit peu de dosage militaire là-dedans, c'est pour qu'on aille chercher les moyens pour que l'évacuation réussisse. C'est ça le problème. Bien sûr. Il faut que ça réussisse. Parce que le volcan, il fait son affaire. Hein. Si vous êtes encore sur zone, bon, vous pouvez faire. Hein. Bon, le volcan va ni problème et puis ça. Bon. Donc, ça demande, et c'est pour ça qu'une émission comme celle-là, elle est extrêmement importante, elle est vitale, parce que, on communique avec les gens pour leur dire, voilà les problèmes qui sont posés, et il faut que chacun fasse un effort. Bon, il faut protéger les anciens, il faut protéger ceux qui sont, je sais pas, toutes les personnes qui sont en mobilité réduite, les personnes qui sont en HAD, hein, hospitalisation à domicile. Donc, dans le plan, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des fiches missions. Il y a 26 fiches missions. Bon, l'ARS a un gros travail à faire sur, par exemple, l'évacuation de l'hôpital du Lorrain vers le sud. Okay. Alors, la chance, c'est qu'au François, il y a un hôpital qui est tout neuf. Donc, de l'hôpital du Lorrain vers l'hôpital du François, ça doit pouvoir s'organiser parce qu'il y a un hôpital de ville à ville. D'accord? Bon, mais vous avez l'hôpital du Carbet. L'hôpital du Carbet, c'est là où on a des gens qui ont fait de graves accidents. Il y a des gens qui sont là H24, etc. Ces gens-là, du Carbet, il faut les transporter dans le sud. Bon, donc ça demande, là par exemple, avec mon association, on va tenir une réunion à la fin du mois avec tout le personnel de l'hôpital du Carbet pour faire le point avec eux, pour leur présenter le plan Sec Volcan, parce que derrière ça, ce qui est important pour eux, dans cet hôpital-là au Carbet, c'est d'actionner le plan blanc et le plan bleu. Okay? Qu'un système d'organisation dans les hôpitaux face aux crises. Donc nous, on va apporter l'information sur la montagne pelée, sur le plan Orsec, et eux derrière, tout de suite, il faut qu'ils enclenchent sur le plan blanc et le plan bleu chez eux, à l'hôpital du Carbet, par exemple.
Donc là aussi, même au Carbet, mais je dis, madame, sur la question des réquisitions, par exemple, c'est un petit peu du militaire. Hein. Quand on vous dit, vous êtes fonctionnaire, donc vous devez, en cas de pandémie ou en cas de crise majeure, vous tenir à la disposition de la puissance publique, vous risquez même de perdre votre boulot. Oui, tout à fait. Si vous êtes réquisitionné par un maire, un sous-préfet ou un préfet pour aller porter secours, pour évacuer, pour ceci, pour cela, donc la réquisition, c'est du militaire. Et en face, on a un militaire pour lui parler de ça que moi en plus. Mais je voudrais apporter une information qui est quand même fondamentale. Lorsqu'on fait, pour faire de la réquisition, il faut en amont, j'insiste là-dessus, Oui, bien sûr. de la formation, de l'information. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, si vous voulez, pour rester dans le domaine militaire, de marcher au pas s'il n'a pas été préparé, s'il n'a pas été formé, s'il n'a pas été accompagné. Ça, c'est le premier point. Il y a un élément qu'il faudrait que l'on sache, qui a un rapport avec l'information, c'est qu'en 1902, à Saint-Pierre, où nous étions en période électorale, il y a eu toute cette campagne de désinformation sur les informations qui arrivaient pour nous dire attention que l'appelé va exploser. Et donc, la qualité de l'information aujourd'hui, moi, je suis maire de ma commune, d'accord? Mon rôle, si je joue mon rôle de premier magistrat, dès que je l'ai l'information, comment vais-je faire passer cette information à l'ensemble? Nous avons des démarches. Alors, on va me dire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Dans toutes les municipalités de la Martinique, pour parler de nos 34 communes, vous avez des panneaux d'information mis à la disposition du public. Et donc, qu'est-ce qui nous empêcherait de donner ces informations régulièrement, tout en faisant passer un communiqué à la population alpha et de dire à la population, attention, nous avons mis un certain nombre d'informations. Ça limite déjà la casse. Et régulièrement, la municipalité, toujours à moindre coût, pourrait organiser des débats pour dire, voilà les informations assurées, canalisées, trouvées. Parce que le citoyen, ce n'est pas un automate. Le citoyen aussi, il a des idées, il connaît bien son quartier, il connaît bien ses voisins, et il sera à même de dire, attention, monsieur le maire, à côté de chez moi, voilà ce qui se passe. Il y a cette problématique. Mais l'autre problématique dont on se refuse à en parler, et ça je l'ai vécu pendant le Covid, c'est la personne étrangère qui habite à côté de chez vous. Qu'est-ce que vous en faites? Oui, c'est clair. D'accord. Le délinquant, entre guillemets, je mets le terme entre guillemets, comment va-t-on le gérer? Parce que c'est un être humain qu'il va falloir délocaliser. Comment allez-vous le délocaliser? Quelle organisation? Est-ce que les municipalités à délocaliser et les municipalités d'accueil se sont penchées sur ce type de problématique? Parce qu'un centre, on pense qu'un centre d'hébergement, c'est quelque chose de facile. Non, pas du tout. Parce que lorsqu'on délocalise, on délocalise de la masse. Ouais. Après, il faut trier. Trier sur le plan médical, trier par affinité, trier par le nombre d'enfants, organiser toute une vie et de façon à ce qu'il y ait... scolaire. Oui, voilà, justement pour faire baisser le taux de stress qu'il y a dans le cadre de cette activité-là, afin qu'on puisse retrouver une population à peu près stable, tout en sachant qu'on sait qu'elle ne le sera jamais. Donc là-dessus, nous avons un travail énorme. Et que si les partenaires ne se mettent pas autour de la table pour pouvoir y aller, ce plan Orsec-là, je suis assez Ça va sceptique. rester des Alors, mots c'est pour sur ça des que feuilles, oui. l'Université populaire et la prévention, de manière formelle, on demande aux maires des 12 communes du Nord et des 12 communes du Sud, avant le 31 décembre 2025, de se rencontrer. Un. Deuxièmement, qu'on poursuive les exercices qui ont commencé. Ouais. Le 7 décembre 2023, le Lorrain s'est déplacé vers le François, le Morne-Vert vers les Anses d'Arles. Et les autres, rien du tout. OK? Donc là, nous, on dit de manière formelle, on fait la requête très officiellement sur Zitata ce soir, que d'ici au 31 décembre, que les conseils municipaux se retrouvent, donc ceux du Nord se déplacent vers le Sud pour faire le point, regarder les infrastructures, poser les problèmes qu'on pourrait rencontrer, etc. Et puis on fait les exercices. Si on n'est pas capable de faire ça, comme dit Valère Casca, ça va être hyper compliqué. Ah oui. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien et que personne ne prenne du fer dans cette affaire-là. Super. OK. Mais si vous Oui, voulez, allez-y. il ne faut pas qu'on noircisse à 100% le temps. Il y a des actions qui sont menées, Oui. mais ces actions, elles sont menées entre sachants, Mais entre c'est ça, responsables, et que la voilà. population est laissée à l'écart. Ou quelquefois, on va prendre une tranche de la population comme acteur, d'accord? Et par contre, il n'y a même pas de retour. Pour ces personnes qui ont été impliquées pour qu'un exercice puisse se réaliser, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de, je dirais, ce que nous appelons un retour d'expérience pour savoir
Mais quel était votre ressenti? Les personnes que nous avions, les lorinois que nous avions, elles sont remontées dans le bus, elles sont reparties comme ça, Mais à oui, la mais fin, Monsieur Marcelin tout à l'heure parlait de ouais, manfinotes. ouais. On a tellement de manfinotes dans les contrées, dans nos campagnes. Est-ce que c'est toutes les toutes les manfinotes et les missiers Les tontons rouges de taille, Tillotons, ouais, voilà. voilà. Est-ce qu'ils sont au courant de peu tout ça? Alors j'ai quand même une question pour vous, Madame Ligeri. Est-ce que selon vous, dans tout l'accompagnement qui est fait, que souhaitent autour de la table nos trois autres invités, est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, obligatoirement y impliquer une partie psychologique? Oui, c'est totalement important parce que les gens ne savent pas comment ils vont réagir. Parce que même si en amont on se dit, bon, bah voilà, j'ai l'information, on m'a dit qu'il faut que je réagisse comme ça, Mhm. mais il faut savoir que le système nerveux, il a son propre fonctionnement. Et déjà que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu traumatisé et c'est peu de le dire, et ben quand on est dans une situation d'urgence, quand bien même on a l'information, le corps, parfois, il a des automatismes, en fait, tout simplement. Donc, il y a certaines personnes, quand elles apprennent, tout à l'heure, je crois que c'était toi, tu disais, il ne faut pas qu'on prenne 30 kilos de De marchandises, marchandises, Oui. ouais. etc. Mais pour certaines personnes qui sont dans une réponse de stress, qu'on appelle réponse de stress combat, eh ben, elles ont besoin d'être en action pour avoir le sentiment d'avoir un contrôle sur la situation. Vous voyez, il y a des gens qui ont besoin d'acheter pour se dire, bon, ben, là, je gère. Il y a d'autres personnes qui vont rester figées. Et ça, on est obligé d'en tenir compte et c'est important d'apprendre aux gens comment ils fonctionnent. Vous avez plusieurs réponses de stress, figement, combat, fuite. Quelle est la vôtre? En fait, comment est-ce que vous avez l'habitude de réagir par rapport à une mauvaise nouvelle? Par exemple, juste se poser cette question. Quand j'apprends une mauvaise nouvelle, comment est-ce que je me comporte? Il y a des gens, ils vont essayer de rebondir. Il y en a d'autres qui vont rester dans le silence. Et ça, c'est très, très important parce qu'on aura beau dire le jour J, si on doit évacuer, on n'aura pas tous les mêmes réactions. Donc, en amont, il faut déjà préparer la population avec différentes actions, différentes manifestations. Et puis aussi, après, il faut que les psychologues, les thérapeutes soient là aussi pour pouvoir accompagner, en fait. Parce que même si nous-mêmes, on n'a pas été touchés, mais le fait de voir les autres aussi touchés par quelque chose de catastrophique, c'est aussi très traumatisant. Juste avant notre tribune digitale, scénario d'urgence, on fait face à voilà, il faut évacuer. On fait quoi? À vous, la question est pour vous, Madame Ligeri. Vous parliez d'être figé, réagir. La meilleure des réactions, elle devrait être laquelle, concrètement? En fait, déjà, il faut savoir que ces réactions, ce sont les meilleures réactions. C'est-à-dire que selon la situation, ben, le système nerveux devient autonome et va agir en fonction de ce qui se présente. C'est comme s'il y a un lion qui rentre, il y a certaines personnes qui vont être figées, d'autres qui vont courir, etc. Donc, on ne peut pas prévoir, mais c'est important de se connaître pour savoir comment réagir. Et vous voyez, par exemple, je sais qu'il y a des personnes âgées ou d'autres personnes, comme elles savent qu'elles ont tendance à stresser quand il y a une mauvaise nouvelle, elles mettent déjà les numéros d'urgence écrits, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en amont, il faut se préparer, c'est-à-dire ne pas se dire, quand on doit fuir, ne pas se dire bah, où se trouve mon kit de survie. Enfin voilà, il faut vraiment être très carré par rapport à ça, c'est-à-dire organisé. Et le fait d'être organisé, déjà, ça baisse la réponse de stress. Parce que cette réponse de stress vient parce qu'en fait, on ignore comment réagir. Alors, on a quand même une partie de la population qui a vécu l'amiral Robert, Mais exactement, c'est 39-45, ça. et qui ont gardé ces réflexes-là et qui ont transmis à une partie de la population martiniquaise. Et puis, il y a une frange de la population qui n'est vraiment pas sur ça. Donc, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de gens qui se préparent, à l'occurrence, d'une évacuation, etc. Mais toute la question, c'est une grande partie de la jeunesse qui n'est pas forcément sur ces standards-là. Et je pense que là aussi, dans les établissements scolaires, il faut qu'on fasse ce travail-là avec les profs de SVT, de sciences, etc., pour les préparer justement. Là, on a un petit peu de temps là devant nous au niveau de l'éducation nationale. Si on décide, bon, c'est nous, hein, au niveau de la Martinique, si on décide que pendant une semaine, dans tous les établissements scolaires, l'université, etc., on parle de cette affaire-là, ça nous fait gagner quand même du temps. Hein. Monsieur Marcelin, selon vous, excusez-moi, hein, le danger, il est, après avoir entendu vos avis à tous les quatre, il est plus, selon vous, psychologique ou physique? Alors, c'est les deux. C'est les deux parce que, bon, il y a des gens qui ont des maladies chroniques, bon, comment on gère ça aussi avec eux. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai dit, bon, c'est surtout à Cuba que j'ai appris ça. Quand il y a un cyclone à Cuba, les gens se préparent mentalement. Et c'est ça la grande question. Et il faut qu'on arrive à faire ce travail-là sur nous-mêmes, comme tu disais là tout à l'heure, la préparation mentale. Et se dire qu'une situation d'avant n'est pas forcément celle d'après. Bon, mais il y a aussi un grand dossier dans le dossier, c'est le retour sur zone.
ça. OK? Bon, alors en Guadeloupe, ils étaient partis 6 mois, mais le retour, c'était hyper compliqué. Et je dis aux municipalités aussi, il faut commencer à anticiper cette question-là. Là, par exemple, nous avons été reçus par Cap Nord et on a eu une discussion sur les banques d'engins. On leur dit, bon, mais il faudra probablement déplacer les engins vers le sud, mais après, il faudra déblayer. Parce que qu'est-ce qu'on a vu à Saint-Vincent? On a vu de la cendre chaude sur les habitations faire descendre les habitations. Donc, il y a des toitures qui se sont effondrées. Donc là aussi, il faut commencer à réfléchir sur comment est-ce qu'on va réhabiliter ces maisons-là dans le Nord pour que les gens puissent revenir sur zone. Donc tout ça, je suis vraiment désolé, mais bon, le plan, on est en jaune depuis 5 ans. Oui. Depuis 2020, on est en 2025. Et dans les fiches mission, chaque structure, les 26 structures que j'ai citées là, ont des choses à faire. Là, je discutais hier, pas plus tard que hier, avec un responsable de HLM, une société d'HLM, qui me disait, mais nous, on n'a pas de fiche mission. Les CIMA, Ozanam et puis SMHLM. Ils n'ont pas de fiche mission. Et pourtant, ces 3 bailleurs sociaux-là logent 100 000 personnes, c'est-à-dire un quart de la population martiniquaise. Donc ça veut dire qu'ils ont des choses à leur dire. Quand les gens seront partis, le loyer à HLM, c'est payable ou pas payable? Mais il faut commencer à se poser les bonnes questions. Très bien. On passe tout de suite. Très courtement. Oui, il nous reste très peu de temps. courtement. Il faut savoir que dans le cadre de l'appelé, s'il y a des alertes, les alertes, elles sont graduelles. C'est-à-dire que l'ensemble de la population sera tenue informée de l'évolution. Et là, dans les messages, il y aura des conduites à tenir, de façon à ce que le jour où on va déclencher cette alerte de délocalisation, là, normalement, toutes les populations seront déjà prêtes à être évacuées. Souhaitons-le. Il y a une bonne organisation. Très bien. Passons tout de suite à la tribune digitale. Alors, vos réponses à cette tribune digitale, chers invités, seront également vos conclusions. Nous avançons très vite dans notre débat. J'ai pris cette question, je l'ai choisie parmi toutes celles que j'avais sélectionnées, tout simplement parce que vous avez répondu à la plupart des autres. Et celle-ci venait d'un téléspectateur pas très content quand j'ai annoncé le sujet, parce qu'il trouvait la question trop anxiogène. On est déjà dans un milieu un peu angoissant, disait-il. Alors, il dit, le Nord est à la traîne déjà dans le développement économique de l'île. Cela ne va-t-il pas décourager le peuplement du Nord d'en parler autant? Voilà. Joël, c'est de l'ex. Vas-y. Allez-y, Madame Taillé. En effet, j'y ai pensé. Quel effet que ça pourrait avoir sur les habitants d'en parler? Mais ne pas en parler, est-ce que ce n'est pas aussi un plus grand risque? C'est savoir où se situer par rapport à un événement qui pourrait bien arriver. Et par rapport à cet événement, on est désolé, il faut être prêt. Tout à fait. Allez-y. Oui, alors, moi, ce que je dirais, prenons exemple sur nos communes du Nord qui ont été ravagées en 1902. Aujourd'hui, elles vivent, elles se portent, je dirais, elles vivent, elles fonctionnent. Et je dirais, ça c'est la dramatique, après tout désastre, il y a de la reconstruction, qu'on le veuille ou pas. La mobilité, l'individu va revenir sur son terrain et va travailler pour pouvoir reconstruire. Donc, il n'y aura pas, à mon sens, de dépeuplement, il y aura un travail, oui, il va falloir se serrer les coudes pour pouvoir reconstruire, mais ça reviendra. Le nord de la Martinique ne disparaîtra pas pour autant. À vous 4, messieurs, dames, si vous aviez un message, un dernier message, il nous reste 3 minutes à transmettre à cette population, s'il y a peut-être une facette de la question que je n'ai pas évoquée dans mes questions ou que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de... Allez-y, vous avez 3 minutes qu'on va diviser. Moi, pour conclure, je dirais que je sais que le peuple martiniquais, c'est un peuple très résilient. On a vécu beaucoup d'épreuves et on s'en est toujours sorti. Et surtout, ce que j'admire chez nous, c'est notre solidarité. Et je pense que si on s'entraide et qu'on continue à dialoguer, parler ensemble, parce que c'est vrai que notre insularité, parfois, nous fait culpabiliser ou on en a honte. Mais justement, c'est cette insularité qui fait que c'est entre nous qu'on va trouver des solutions et c'est avec nous qu'on va s'en sortir et grandir et avancer et continuer à être résilient et briller comme on le fait déjà. Super, merci à vous, Madame Ludjeri, d'avoir été là. L'amiral Robert 3945 a été un moment extrêmement difficile en Martinique où les gens ont fait travailler leur cerveau, ont imaginé des choses, ont créé des solutions pour pouvoir s'en sortir. Bon, moi j'espère que le message que l'on passe ce soir, qui sera entendu,
que les municipalités vont faire ce qu'ils ont à faire, que la loi sera respectée. J'ai cité l'article L125-2 du Code de l'environnement. Et puis, bon, il y a des petites choses qu'on demande aux gens, par exemple, dans les documents préfectoraux, dans les 12 communes du Nord, de toujours garer sa voiture en position de départ, avec du carburant. Bon, on a suggéré aux gens d'avoir des masques. Bon, et puis de se préparer en famille, et puis de chercher dans le sud des massiboles, des amis, des copains, des membres de la famille qui pourraient nous accueillir, parce que c'est peut-être plus intéressant d'être accueillis dans des familles que dans des sites collectifs, les gymnases, les écoles, etc., etc. Voilà. Mais en tout cas, ça ne va pas l'appeler pour mouiller. Si nous décidons, nous organiser d'un pays qui paye nous y arriver. On va terminer par vous. On va terminer par vous. Allez-y, Madame Taillé. D'accord. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que je dirais à ceux qui nous écoutent que partout ailleurs, il y a des événements fâcheux et que tous les pays sont touchés d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'événement. Peut-être pas par une montagne, mais par des faits, des cyclones, etc. Donc, soyons résilients et n'abandonnons pas notre pays. Merci, Madame Taillé. Voilà. Moi, je dirais à la population martiniquaise, la meilleure information que vous pouvez obtenir, c'est auprès de votre municipalité. Allez rechercher. Faites très attention à tout ce qui se dit, mais vous allez voir votre maire, il vous donnera la vraie information la plus précise, de façon à pouvoir les diffuser auprès de vos voisins, dans la famille et au-delà, voire même dans le cadre de votre vie Faire professionnelle. attention aux réseaux sociaux avec les fake news. Hein. Ah ouais. Extrêmement Les important. fake news des réseaux Allez sociaux. chercher l'information auprès de votre municipalité. Très bien. Merci à vous quatre une nouvelle fois d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir rassuré, j'en suis certaine, moi-même je l'ai été, par vos mots. Alors, chers Itata, à vous, ce qu'on retient de ce qui a été dit, restons unis, restons informés et bien évidemment, face au volcan, une chose est essentielle, gardons la tête froide et le cœur chaud. Bonne soirée à vous et à bientôt.